Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Luc Lisotte. Je suis ingénieur agricole et agronome. Je suis également responsable de projet de développement agricole des Basques, un OBNL qui fait de la recherche et développement au Bas-Saint-Laurent. Je suis également producteur ovin à Saint-Mathieu-de-Rioux, là, un petit village entre Trois-Pistoles et Rimouski. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la réduction des gaz à effet de serre des sols agricoles en régie, plus spécifiquement en régie biologique. Donc, trois grands sujets vont être abordés durant cette conférence. En premier lieu, on va mettre en contexte les GS des sols agricoles par rapport au bilan complet d'une ferme. On va parler également des 4 B, de la bonne gestion de l'azote, de la fertilisation azotée. Et je vais conclure par 5 astuces pour réduire les GS. En fait, 5 astuces pour optimiser la gestion de l'azote, de la fertilisation azotée, et à la fois qui réduit les GS en régie biologique. Au niveau des 5 astuces, je vais discuter de l'amélioration de la structure de sol, la planification des chantiers d'épandage et d'enfouissement des lisiers fumiers, l'analyse des lisiers fumiers, l'estimation de la contribution de l'azote au niveau des cultures de couverture, des engrais verts, et également là, au niveau de la cartographie des cultures, des nouveaux outils qu'on a à notre disposition là, pour pouvoir mieux cibler les situations ou les zones problématiques en termes de gestion de l'azote au champ. Donc, au niveau des GS à l'échelle agricole, au Bas-Saint-Laurent, on a réalisé un portrait, on a travaillé à Développement Code des Basques sur un portrait on a réalisé 61 diagnostics de GS de 2019 à 2023. Pourquoi je parle en fait des portraits qu'on a réalisés, des diagnostics de GS qu'on a réalisés du Bas-Saint-Laurent? Parce que généralement, pour avoir également fait partie, pour faire partie également là, de l'effort Érie-Climat de la phase 2, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est relativement similaire d'une région à l'autre là, en termes de valeur absolue d'émissions, mais également de répartition des gaz à effet de serre. Donc, étant donné que moi, j'ai accès aux données là, des portraits de Bas-Saint-Laurent, je vais vous présenter ça. Il faut dire que c'est représentatif de ce que peut être, de ce que sont les émissions de gaz à effet de serre de fermes en Abitibi-Témiscamingue. Donc, au Bas-Saint-Laurent, nous, on a travaillé sur, plus spécifiquement au niveau de 4 productions, la production laitière, bovine de boucherie, ovine, puis acéricole. Comme je disais, c'est 61 diagnostics qui ont été réalisés. C'est un projet qui avait été financé là, par le MAPAC. Davantage de fermes laitières ont été diagnostiquées. On parle de 30, comparativement à 18 en production ovine et 6 en bovin de boucherie. On a travaillé également avec d'autres types de production. On a dit non à personne. En fait, on a travaillé au niveau de l'avicole, de la séricole et également des grandes cultures. Il y avait certaines entreprises qui étaient bio, mais la majorité est en production conventionnelle. Mais en moyenne, pour une ferme laitière au Bas-Saint-Laurent, en moyenne, c'est environ 850 tonnes d'équivalent CO2 qui est émis par année. Si on prend en considération que les émissions, qu'on ne prend pas en considération la séquestration, c'est environ 850 tonnes d'équivalent CO2 qui sont émis par année. Au niveau des fermes ovines, bovines, on parle de grosso modo là, 400 tonnes d'équivalent CO2 par année. C'est relativement récent qu'on fait ce type de diagnostic d'inventaire de gaz à effet de serre. 850 tonnes, c'est pas évident à savoir à quoi ça peut correspondre. Donc, j'ai mis un peu des équivalences. 850 tonnes de CO2 d'équivalent d'émis par année pour une ferme moyenne laitière, ça correspond à la combustion de 362 000 litres de carburant, d'essence, ou l'équivalent de 260 voitures utilisées durant une année. Donc, on comprend que le 850 tonnes d'équivalent CO2 est quand même assez important en termes de valeur absolue. Donc, côté en agriculture, on produit des aliments, on produit de la nourriture, il faut nourrir notre Québec, il faut nourrir le Canada, le monde. Donc, c'est une industrie essentielle. Quand on regarde à l'échelle provinciale puis à l'échelle nationale, l'agriculture correspond grosso modo là, à 9% du total des émissions. Donc, c'est pas comme tel le secteur d'activité qui va émettre le plus d'émissions.
C'est vraiment le secteur des transports qui va arriver en première position avec un peu plus de 40% des émissions, suivi du secteur industriel. Si on compare un peu les émissions avec également la production d'électricité, qui est également, si on veut, quelque chose qui est essentiel pour nous, une centrale électrique au charbon, durant une année, va émettre autant de GES que 5000 fermes laitières. Donc, on comprend que l'impact juste de la production électrique à partir du charbon est vraiment beaucoup plus élevé en termes d'émissions de GES que les fermes laitières ou l'industrie laitière. Au Canada, en décembre 2022, il y avait encore 9 centrales au charbon en exploitation au Canada. Dans le monde, on parle de 2400. Donc ici, l'exercice, c'est de mettre en perspective que oui, au niveau de l'agricole, on émet des GES, mais certains secteurs, on en émet davantage. C'est important de tout travailler, en fait, autant sur l'ensemble des secteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'où viennent les EGS d'une ferme? Principalement, ça provient de 5 postes. Il y a 5 sources de GES à la ferme. Nous, c'est ce qu'on a pris en considération lorsqu'on a dressé les bilans, les inventaires de gaz à effet de serre au Bas-Saint-Laurent. C'est également la même démarche qui a été entreprise par Agriclimat phase 2. Généralement, pour les exploitations, pour les productions animales, incluant des ruminants, la fermentation entérique est généralement le poste le plus important. La fermentation entérique, c'est la décomposition, c'est la digestion des aliments à l'intérieur du rumen qui va émettre du méthane. Le méthane CH4, qui est un gaz à effet de serre assez puissant. On parle de 27 à 28 fois plus puissant que le CO2. Et pour les ruminants, ça va être généralement la première source. Pour l'avicole, comme par exemple, pour l'avicole, il n'y a pas de fermentation entérique. Donc, les émissions de ce poste-là sont zéro. Pour le porcin, là, c'est un peu d'émissions, mais c'est vraiment minime comparativement à l'entreposage du fumier. Deuxième poste ici qui est illustré. Durant l'entreposage du fumier, en fait, c'est les matières organiques du fumier qui vont subir une méthanisation, qui vont émettre du méthane. Également, l'azote contenu à l'intérieur des fumiers peut subir un processus qui s'appelle dénitrification, qui va émettre du protoxyde d'azote et donc qui constitue une source comme telle de GES. Sol agricole, les sols agricoles peuvent être à la fois un émetteur et capteur de GES, de gaz à effet de serre. Au niveau du sol, on parlait du protoxyde d'azote. Séquestration, on le sait, c'est le CO2 qui est capté par les plantes et qui va être enfoui, qui va être gardé dans nos réserves dans le sol. Au niveau des sols, généralement, c'est la gestion de l'azote qui va être la principale source de gaz à effet de serre sous forme de protoxyde d'azote. On va en parler un peu plus loin. Ce qui est pris également en considération au niveau des bilans d'inventaire, c'est ici la 4e source qui correspond à l'achat d'intrants. Pour une exploitation agricole, peu importe le type d'exploitation, il va falloir acheter des carburants, du diesel, des engrais, des semences, des aliments aussi, des aliments cubés, des aliments protéiniques, ça peut être également la litière. Donc, tous ces intrants-là nécessaires à l'exploitation vont avoir une charge, vont avoir en fait des émissions de GES qui sont émises par la fabrication, la production et également le transport de ces intrants-là pour le bon fonctionnement de l'entreprise agricole. Et ça, c'est pris en considération dans le bilan. Dernier poste, on parle des énergies. Donc, l'utilisation à la ferme de diesel pour les opérations culturales. Ça peut être également l'utilisation de propane, de gaz naturel pour le chauffage des bâtiments, pour le séchage du grain. Donc, toute utilisation de l'électricité, d'énergie, de carburant est pris en considération dans ce poste-là. Si on regarde la répartition moyenne des GES d'une ferme laitière au Bas-Saint-Laurent, on se rapporte ici encore au portrait qui a été réalisé au niveau des GES au Bas-Saint-Laurent. On voit que le premier poste d'émission est la fermentation entérique avec 48%. Donc, c'est majeur pour les exploitations agricoles composées de ruminants. On voit un peu plus loin, je vais parler des grandes cultures, mais au niveau des ruminants, c'est majeur comme poste, la fermentation entérique. Pour le porc, pour également l'avicole,
le premier poste va être souvent soit l'entreposage des fumiers ou bien l'achat d'intrants, là, dépendant de quelle façon fonctionne l'entreprise. Mais on comprend que c'est variable. On a travaillé avec 61 entreprises, puis c'était vraiment 61 entreprises différentes, 61 cas différents. Oui, au niveau de la répartition, on peut voir certaines généralités, mais ça peut être quand même assez variable d'une entreprise à l'autre. Surtout en termes de valeur ici, le 48% peut être variable, mais généralement, au niveau des entreprises laitières, la fermentation entérique, c'est vraiment le premier poste d'émission. Gestion des fumiers en deuxième. Troisième position, les sols agricoles, ce qui nous concerne aujourd'hui. Ça peut être de l'échelle de 20. En fait, ça peut varier de 10 à 20% selon les entreprises en production animale. Au niveau de l'achat d'intrants, grosso modo 10%, et l'utilisation des énergies, 5%. On est souvent porté à penser que la majorité de nos émissions au niveau agricole provient de l'utilisation de carburant, des tracteurs, de la machinerie, des opérations culturales. C'est peut-être du fait que les transports ont un pourcentage si élevé de GS par rapport à toutes les émissions qui sont émises à l'échelle provinciale ou nationale. Mais vraiment, au niveau agricole, généralement, pas dans tous les cas, mais généralement, les opérations culturelles, c'est la source d'émissions la plus faible. Donc, oui, on peut réduire ces émissions-là, mais on a intérêt également à travailler sur les postes d'émissions dont les GS sont beaucoup plus élevés. Si on regarde au niveau des céréales, en fait, on a fait cette journée-là également au niveau du Bas-Saint-Laurent. Puis ça, c'est une des questions qui m'avait été posée. Qu'est-ce qu'il y en est des céréales biologiques? Quelle est la répartition des émissions? Nous, on a travaillé avec 2 fermes en production de grande culture au Bas-Saint-Laurent qui n'étaient pas en bio. Et 2 fermes, c'est un échantillon relativement faible. Donc, je me suis penché sur une analyse de cycle de vie qui a été réalisée par Dalhousie University, qui a regardé les émissions de gaz à effet de serre pour la production de céréales biologiques dans l'Ouest canadien. Ici, désolé, le graphique est en anglais, mais néanmoins, on peut voir en fait au niveau de l'axe des Y, c'est les kilogrammes de CO2 d'équivalent émis par année par tonne de céréales récoltées, et on l'a pour le blé, l'avoine et également le seigle. Autant pour ces 3 types de céréales-là, le premier pas, c'est vraiment, bon, ici, c'est marqué en fait contre l'application d'aliments fertilisants, mais c'est vraiment les sols ici là, qui est pris en considération si on se ramène sur la même terminologie que j'ai utilisée. Donc, l'utilisation, en fait, les sols agricoles va être la principale source de GS pour la production de céréales. Quand on regarde au niveau du conventionnel, ça c'est particulièrement intéressant, souvent le premier poste au niveau conventionnel va être les sols agricoles, plus spécifiquement le protoxyde d'azote, mais le deuxième poste va être la fabrication et le transport d'engrais à la ferme au niveau conventionnel, qui peut varier de 15 à 35% du total des émissions au niveau conventionnel pour la production de céréales. Toujours au niveau conventionnel, j'en parle au niveau conventionnel parce qu'on a beaucoup plus d'études qui ont été réalisées à ce niveau-là. Au niveau conventionnel, les sols agricoles, plus spécifiquement mais les sols agricoles, je vais y aller avec les sols de façon générale, les émissions qui proviennent des sols vont varier entre 40 et 60%, donc c'est quand même majeur. D'où viennent les émissions? En fait, la principale source de GS, spécifiquement pour les sols, c'est le protoxyde d'azote que j'ai mentionné plusieurs fois. Qu'est-ce que le protoxyde d'azote? C'est le N2O, le protoxyde d'azote ou de l'oxyde nitreux. C'est un puissant gaz à effet de serre. 1 kg d'émission de protoxyde d'azote correspond à l'émission de 273 kg de CO2. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est puissant comme gaz à effet de serre. C'est la principale source de GS au niveau des sols. Il y a d'autres
types d'émissions également, comme par exemple l'hydrolyse de l'urée qui va émettre du dioxyde de carbone. Il y a le chaulage aussi qui va émettre du dioxyde de carbone. Mais la principale source, je le redis, c'est le protoxyde d'azote, la gestion de l'azote au niveau de nos sols agricoles. C'est durant le processus de dénitrification que le protoxyde d'azote est émis. En fait, c'est que ce qui survient, c'est que bon, notre azote dans le sol va subir différentes transformations. Lorsqu'il est sous une forme utilisable par les plantes, sous forme de nitrite-nitrate, en condition d'anaérobie, donc lorsqu'il n'y a plus d'air, plus d'oxygène à l'intérieur du sol, les micro-organismes vont aller chercher l'oxygène des nitrite-nitrates pour pouvoir continuer à respirer, pour pas étouffer. Et ce processus-là, des micro-organismes qui vont aller chercher l'oxygène des nitrite-nitrates et le processus de nitrification. Donc, les nitrite-nitrates vont être convertis en azote, N2, protoxyde d'azote également, N2O. Donc si le protoxyde d'azote est émis lors du processus de nitrification, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une production importante ou une émission importante de protoxyde d'azote. Le premier facteur est la quantité d'azote contenue dans un sol à un moment donné, durant une période d'anaérobie ou du manque d'aération de nos sols. Plus on va avoir d'azote, plus cet azote-là risque de subir la dénitrification. Et c'est très minime. Hein. En fait, là, au Québec, on a des conditions beaucoup plus humides que dans l'Ouest. Au Québec, Ontario, l'Est du Canada, généralement, c'est entre 2 à 3 de l'azote qui est appliqué sur les sols qui va subir une dénitrification. Même si ce pourcentage-là est très faible, on voit que sur l'impact du bilan de gaz à effet de serre, l'impact est très, très élevé. Donc, la quantité d'azote contenue à l'intérieur de nos sols est un facteur qui va affecter la production, l'émission de protoxyde d'azote et également les conditions d'anaérobie. Plus on va avoir de précipitations, cette année, c'est un bel exemple. Pour ce qui est du sud de la province, nous également au niveau du Bas-Saint-Laurent, pour les 3 dernières semaines, ça a été difficile, mais pour le sud de la province, c'est pratiquement la mousson, là. Beaucoup de précipitations, donc c'est une année pour laquelle les émissions de protoxyde d'azote vont être très élevées car les sols ont été saturés en eau là, sur une longue période au courant de la saison de croissance. D'un autre côté, en Abitibi-Témiscamingue, du moins de ce que j'en lis là, au niveau de la terre de chez nous, puis et également là, du bulletin des agriculteurs, vous avez été en sécheresse, en conditions de sécheresse. Stéphane me disait que vous aviez eu un peu plus de précipitations là, ces derniers temps, mais néanmoins, quand on a une année de sécheresse, les émissions là, de protoxyde d'azote sont très faibles. Donc, les précipitations, l'humidité élevée du sol va également va faire en sorte que des émissions de protoxyde d'azote vont être émises. Exemple, mauvais drainage. Faible aération, causée comme par exemple par la compaction. Texture de sol également est un facteur assez important. Quand on a des sols lourds avec une texture fine comme des argiles, davantage d'émissions vont être émises que des textures moyennes ou des textures légères comme ou grossières comme des sables. Fonte des neiges, dégel du sol est un moment très important, je vous dirais, au niveau de l'émission de protoxyde d'azote. À l'échelle canadienne, basée sur les travaux là, de David Pallister, on parle en fait compte de 36% des émissions qui surviennent que durant ces moments-là, là, au niveau de la fonte, du dégel des sols. C'est sûr et certain que durant cette période-là, les températures de sol sont relativement faibles. Donc, l'activité biologique est ralentie. De l'autre côté, il y a quand même une activité biologique telle qu'elle a été soulevée là, et également mesurée par Martin Chantigny d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Si on combine cette faible activité biologique, mais avec le fait que possiblement beaucoup d'azote a été fourni au sol, soit par des épandages à l'automne de fumier, soit également par l'incorporation de résidus. Donc, on peut être à un moment de l'année, on est à un moment de l'année où il peut y avoir relativement beaucoup d'azote contenu dans nos sols, une faible activité biologique, mais
des conditions d'anaérobie, de sol saturé pendant une longue période, va faire en sorte que 36 là, des émissions peuvent être émises durant cette période-là, en moyenne, en général, au Canada, selon les travaux de David Pollister de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les émissions vont être, comme je le disais, la quantité d'azote à l'intérieur de nos sols est un facteur important. L'azote peut provenir, bon, dans le conventionnel, évidemment, il y a les engrais minéraux. Au niveau en conventionnel puis en bio, il y a les engrais organiques, mais ça peut être également les résidus de culture. Ça peut être la minéralisation de la matière organique également qui vont fournir de l'azote à notre système, à notre sol, donc qui est pris en considération lors de la réalisation du bilan. On va prendre également en considération la volatilisation de l'azote et le lessivage, même si ce sont des pertes d'un point de vue gestion de l'azote au champ, ce sont quand même des pertes d'azote qui vont rester dans le système cultural, donc de l'azote qui va rester dans le système cultural, azote qui peut également subir de la nitrification et c'est pris en considération dans le bilan de gaz à effet de serre. Donc, on a la dénitrification, mais également la volatilisation et le lessivage qui sont considérés. Volatilisation et lessivage des sources indirectes de GS, mais qui sont pris en considération dans l'inventaire de gaz à effet de serre. Deuxième section de la présentation, les 4B d'une bonne gestion de l'azote au champ ou d'une fertilisation azotée. Quels sont les 4B? Ici, je parle de l'azote parce que c'est le focus, étant donné qu'on est dans une dynamique là, de réduction de gaz à effet de serre, mais en fait, les 4B peuvent être également appliqués pour le phosphore, pour le potassium, également pour les pesticides. En fait, ce sont comme des règles de vie, des recommandations pour une bonne gestion, une gestion optimale d'intrants au niveau des champs, qui consiste, le premier B, à mettre la bonne source. Donc, dans notre cas ici spécifique, c'est la bonne source d'engrais selon la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. Et en respectant, en améliorant ces 4B-là, on optimise notre fertilisation ou l'utilisation de pesticides, d'herbicides. Ou l'utilisation du phosphore, potassium, tout intrant au niveau de nos champs. Mais plus spécifiquement au niveau de l'azote, ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins de la culture sont variables durant l'année. Quand on regarde au niveau du semis, après ça, à la levée, les besoins en azote sont très faibles. Mais quand on tombe dans un stade végétatif de la culture ou un stade de remplissage du grain, les besoins en azote sont quand même très élevés. On veut à la fois un engrais on veut un engrais qui va fournir suffisamment d'azote, pas trop d'azote, suffisamment d'azote au bon moment. Et on veut une efficacité d'utilisation qui va être élevée. Et c'est dans ces conditions-là que ça va être le plus profitable et qu'on va également émettre non pas le moins d'EGS, mais sur une base de kilogrammes, comme on l'a vu un peu plus tôt, de kilogrammes ou de tonnes de grains de produits, qu'on va être le plus efficace. Donc, on va émettre le moins de GS par unité de production récoltée. Trop d'azote, on l'a vu un peu plus tôt, on en a discuté un peu plus tôt, trop d'azote équivaut à l'émission de GS, à l'émission de protoxyde d'azote. Ici, on a un exemple. Le premier apport, deuxième apport, on voit qu'au total, on fournit plus d'azote que ce qui est absorbé par la culture, que ce qui est utilisé par la culture. Et c'est dans cette condition-ci qu'on va émettre du protoxyde d'azote. D'ailleurs, les travaux, plusieurs études le démontrent. Quand on a une balance d'azote, c'est-à-dire que l'azote ajouté, appliqué au sol, fourni à la culture est supérieur, plus élevé que ce qui est retiré sous forme de grains ou sous forme de grains et de paille. On voit que les émissions de protoxyde d'azote sur une base de superficie, donc kilogrammes de protoxyde d'azote à l'hectare, augmentent. Donc, ce qu'on veut autant que possible, c'est se retrouver avec une balance. L'objectif, comme tel, c'est de se retrouver avec une balance d'engrais qui va être de zéro. Donc, qu'on utilise tout l'engrais, toute l'azote qui a été appliqué pour les cultures. Et c'est vraiment à ce point-là qu'on devient optimal. Si on regarde le premier B, mettre le bon engrais en fonction des besoins de la culture. Si
au niveau avec un focus biologique. Je veux pas en biologique, c'est la valorisation des engrais de ferme, des engrais organiques. Plusieurs choses vont être prises en considération quand on regarde les engrais de ferme. Premièrement, c'est l'azote total, le type d'azote également. Quand c'est sur une forme, sous une forme minérale, sous une forme ammoniacale, l'utilisation va être beaucoup plus rapide par les plantes. Elle est déjà sous une forme utilisable par les plantes que lorsqu'elle est sur une forme organique. Lorsque l'azote est sous forme organique, cet azote-là doit subir une décomposition, une minéralisation pour pouvoir être utilisé par les plantes. Donc, ce qui va retarder, si on veut, sa libération. On va regarder également le rapport carbone sur azote, donc le rapport C sur N, qui est un indice également de la vitesse de décomposition, la vitesse de minéralisation du fumier. Plus le rapport C sur N va être faible, plus l'azote va être disponible rapidement aux cultures. Plus le rapport C sur N est élevé, alors là, on tombe dans une situation où les fumiers lisiers vont, plus particulièrement les fumiers, parce que les lisiers, généralement, ont un rapport, là, C sur N qui est inférieur à 12, grosso modo. Les fumiers, là, on tombe avec des rapports C sur N plus élevés, qui peuvent aller jusqu'à 30, tout dépendant de la quantité de paille de litière qui est utilisée, ou le type de paille de litière qui est utilisé. Donc, quand on a des fumiers dont le rapport C sur N est plus élevé, on peut s'attendre à une libération beaucoup plus lente des fumiers. Également, un arrière-effet de la fertilisation azotée de nos fumiers plus importante en comparaison aux lisiers dont la forme d'azote est sous forme ammoniacale, donc rapidement utilisable pour les plantes. Mettre la bonne dose, c'est important. On comprend que ici, on voit ici ce qui est présenté dans le graphique, c'est les rendements de graminées fourragères à l'hectare en fonction de l'apport en azote. Évidemment, ici dans l'étude, là, c'est en conventionnel, donc l'apport d'azote là, sous forme minérale. Mais on comprend que passé un certain point, on a beau rajouter de l'azote, on n'a pas de gain de rendement. Donc ici, dans l'exemple ici, avoir rajouté plus de 224 kg d'azote à l'hectare va créer un surplus d'azote à l'intérieur de nos sols qui peut subir ou qui va subir de la nitrification et qui va créer davantage de protoxyde d'azote qu'une fertilisation qui est dans une courbe, dans une pente d'efficacité d'utilisation élevée par la culture. Donc, mettre la bonne dose, c'est important. On veut avoir l'optimal. Donc, autant que possible, se rapprocher du point ici, sinon être un peu inférieur, être un peu plus conservateur en termes de dose afin de ne pas se retrouver ici dans le plateau et émettre davantage de protoxyde d'azote. Le bon moment, on en a parlé un peu plus tôt au niveau des fumiers, des différents types de fumiers. C'est également la même chose au niveau des engrais verts ou des cultures de couverture qu'on peut faire. Désolé, ici, le graphique est en anglais, mais ça vient de l'Ontario. Je n'ai pas réussi à le trouver là en français, mais au niveau de l'Ontario. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit un peu autant l'amplitude de la contribution des engrais verts de trèfle rouge, de radis ou d'avoine et d'orge ou de seigle. Par rapport aux besoins, ici on prend un exemple, le maïs. Donc, on voit que le trèfle rouge, pourquoi il est beaucoup valorisé en Ontario, c'est que le trèfle rouge permet, de fournir beaucoup d'azote, la courbe est très élevée, mais également fournir de l'azote qui est assez bien synchronisé avec les besoins de la culture suivante, qui est ici exprimée sous forme de maïs. Trèfle rouge va mieux fonctionner, comme qu'on peut voir, que le radis ou l'avoine, où la libération est plus faible. Évidemment, ici, le trèfle rouge, c'est une légumineuse, donc fixatrice d'azote, qui va contenir beaucoup d'azote comparativement au radis et l'avoine. Mais on voit que la libération est beaucoup plus lente, moins bien synchronisée avec les besoins comme tels de la culture suivante du maïs. Quand on a un rapport C sur N très élevé, comme par exemple au niveau comme par exemple les tiges, les résidus de maïs, qui peut être aussi élevé que 60-80, dans une telle situation,
Au lieu que ces résidus fournissent de l'azote, on devient dans une dynamique contraire, c'est-à-dire qu'une fixation de l'azote, c'est-à-dire que euh, l'immobilisation de l'azote, c'est-à-dire que le sol devra fournir de l'azote pour décomposer les résidus. Euh, donc, soutenir cette décomposition-là. Et l'azote qui va être utilisé pour décomposer les résidus est évidemment pas utilisable par la culture l'année suivante. Et c'est la même chose ici qui survient avec les résidus ou un engrais vert composé de seigle, où le rapport C/N peut être très élevé. Des résidus plus ligneux, qui va forcer en fait là, une utilisation plus importante là, de l'azote provenant du sol pour décomposer. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a quand même une libération qui se fait à long terme, qui est peut-être un peu moins bien synchronisé avec le maïs, mais qui peut soutenir, là, si on veut. Là. Ici, comme par exemple, si on fait euh, un intercalaire ou un engrais vert en dérobé ou une culture de couverture en dérobé qui peut, notre céréale de seigle peut soutenir là, cette croissance-là. Quatrième B, mettre le bon endroit, mettre l'engrais au bon endroit. Moi, je le vois de deux façons. Ça peut être au bon endroit par rapport à la culture, donc par rapport aux racines. Plus on est proche des racines, plus notre efficacité va être élevée, plus ça va être facile pour la plante d'aller chercher l'engrais, d'aller chercher l'azote. Quand on le met en surface, évidemment, on est plus assujetti aux pertes, que ce soit sous forme de volatilisation, mais également sous forme de lessivage. Mais également, on peut le voir, le bon endroit, donc mettre l'engrais au bon endroit de façon spatiale au champ. Donc, c'est de... je vous dirais là, que c'est très fréquent d'avoir 2, 3 types de sols à l'intérieur d'un même champ, d'avoir différentes topographies, des zones de bon puis de moins bon drainage. Quand on dit différents types de sols, c'est différentes textures, donc des processus biologiques, physico-chimiques également, qui peuvent être différents selon les zones. Donc, d'où l'intérêt de mettre l'engrais, de ne pas considérer le tout en un bloc, mais d'y aller de façon un peu plus précise et de compenser pour cette variabilité-là spatiale. On est rendu à la dernière, si je regarde le temps, j'ai pas le temps devant moi, mais si on regarde au niveau de la dernière section de la présentation qui porte sur 5 astuces pour réduire les GES. Première astuce, améliorer la structure drainage du sol. Lucie me disait qu'en Abitibi-Témiscamingue, la structure de sol est très forte, beaucoup d'argile, d'où l'intérêt d'avoir un très bon drainage. Évidemment, avec le drainage, on est gagnant. On est gagnant en termes de rendement des cultures. On est gagnant en termes d'efficacité des opérations culturelles. On va être plus tôt dans le champ. On va pouvoir récolter plus tard. Donc, beaucoup d'avantages au point de vue agronomique, au point de vue économique. Généralement, le drainage, oui, c'est un coût élevé, mais qui les retombées sur plusieurs années vont faire en sorte que ces coûts-là vont être largement compensés. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Le drainage comme je l'expliquais, plus notre sol est saturé, plus des émissions de protoxyde d'azote sont émises. Donc, si on est capable de contrôler notre table d'eau, contrôler notre nappe phréatique et éviter cette saturation en eau, surtout dans les premiers centimètres de sol où généralement l'azote est concentré, on fait des gains en termes de réduction de protoxyde d'azote. Donc, en travaillant sur la structure, sur le drainage, mais également la structure de sol, avoir des sols bien aérés, faibles en compaction, une bonne stabilité d'agrégat, des beaux agrégats, des gros agrégats qui va permettre une bonne aération, de bonnes pores, va faire en sorte qu'on va limiter les émissions de protoxyde d'azote. D'ailleurs, ça a été relevé. Ça a été identifié par Philippe Rochette d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui a fait une méta-analyse. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour des sols dont l'aération est bonne, ici avec Good, les émissions de protoxyde d'azote de kilogrammes à l'hectare sont très faibles en comparaison à une mauvaise structure de sol. Et ça, autant en travail conventionnel du sol qu'en semi-direct.
Donc, première astuce, travailler sur la structure de sol. Je sais que c'est redondant comme astuce. On entend beaucoup parler du MAPAC. Donc, ça fait des années qu'on parle de compaction, mais je pense que c'est important, c'est très important. Puis, on réalise pas souvent l'ampleur des impacts ou l'impact que peut avoir une mauvaise pratique, comme par exemple au niveau de la compaction. Juste une année de compaction, je crois que ça a été relevé là, dans une étude là, aux États-Unis, je me souviens plus exactement de l'auteur, là, mais juste une année de compaction, de mauvaise gestion là, des opérations culturales peut avoir des impacts sur 12 ans suivant cette année-là de compaction. Donc, c'est majeur et important. Deuxième astuce, planifier l'incorporation ou l'enfouissement des fumiers lisiers au moment de l'épandage. Je pense qu'il faut arrêter. Souvent, l'épandage de fumier se fait de façon... on a une approche davantage logistique qu'agronomique. On a du temps, on a une bonne fenêtre de beau temps, on va faire du fumier, on va faire du lisier, ou la fosse est pleine, bon, et là, on va donner un coup. Donc, on a davantage une approche logistique qu'une approche agronomique. Donc, ça serait peut-être d'essayer autant que possible d'inverser cette dynamique-là. Mais ici, le point que j'essaie de mettre de l'avant, c'est que souvent, on le voit comme deux chantiers. On a un chantier d'épandage. On va penser comme producteur à notre chantier d'épandage, puis après ça, on va penser à notre chantier d'incorporation ou d'enfouissement. Mais je pense qu'il faut le voir en un seul chantier. Donc, on applique, on épand du fumier, comme par exemple, on épand du fumier en avant-midi, puis en après-midi, on enfouit. Donc, ne pas le voir en deux chantiers, mais le voir en un chantier pour autant réduire les pertes, mieux positionner l'engrais et maximiser l'utilisation de l'azote, réduire le protoxyde d'azote. On enfouit aussi profond que possible. Je comprends qu'à un moment donné, il y a une limite technique. Là. C'est toujours basé sur les travaux de Philippe Rochette de mémoire, c'est à partir de 7 cm. Donc, lorsque le fumier lisier est incorporé ou l'engrais azoté est incorporé à 7 cm qu'on a des émissions au niveau de la volatilisation pratiquement nulles. Mais on comprend que 7 cm, ça commence, il faut du power aussi. Il faut un travail de sol quand même assez intense ou de l'injection également. C'est possible d'injecter le lisier dans le sol. Donc, je comprends qu'il y a une certaine limite, mais ici, l'important, c'est de ne pas laisser le fumier en surface, d'autant plus si on a un sol nu. Les pertes sont quand même assez considérables. Si on laisse le fumier en surface, ici, ça, c'est des coefficients là, ou des coefficients de perte adaptés du guide de fertilisation du CRAC. On voit que pour un lisier, les pertes sous forme ammoniacale, d'azote ammoniacal, par volatilisation, suite à l'application de lisier au printemps, au moment de l'application, on a 10 de perte. Après 3h15, après une journée, c'est 30 de perte de notre azote ammoniacal. Donc, azote disponible immédiatement pour les plantes qui est perdu. Donc, on voit ici que les pertes sont importantes. C'est une perte économique. Quand on parle que présentement, l'azote, c'est environ, là, si on regarde l'azote minéral, c'est environ 2,30 2,40 le kilogramme d'azote. Ça commence à chiffrer là, lorsqu'on a déjà 30 de perte après une 24 heures d'application. Et si on a beaucoup de pertes, ben là, pour s'ajouter et être en mesure de combler nos besoins, ben on va en mettre davantage. Et mettre davantage d'azote, ça veut dire également émettre davantage de protoxyde d'azote. Donc ici, on a deux actions qui se déroulent de façon simultanée. On a les pertes par volatilisation qui sont des GES, qui sont considérées comme des GES, puis également on a une augmentation des émissions de protoxyde d'azote du fait qu'on va tenter autant que possible de combler les besoins par la perte d'azote ammoniacal. Si on regarde les pertes d'azote, ici d'azote total du fumier, pour un fumier qui est dans les entours d'un rapport C/N de 12 environ, c'est également assez rapide. Après 3 heures d'application, suivant l'application, c'est 17 qui est perdu. Si on attend une journée, 23 48 heures, 30 Donc, ça chiffre quand même assez rapidement.
Et je pense que c'est une belle opportunité également pour valoriser, en tout cas moi, de mon point de vue à moi, c'est une belle opportunité également de valoriser les cultures d'automne. Généralement, c'est ce temps-ci, là. On le fait le fumier, on l'incorpore en faisant notre travail de sol, notre lit de semences, on met notre culture d'automne en place. On va aller chercher justement cet azote ammoniacal-là dans la levée de notre culture d'automne. En plus, on fait des opérations dans des conditions qui sont généralement secs. Ça répartit les chantiers de semis entre le printemps et l'automne. Donc, beaucoup d'avantages là, au niveau des cultures d'automne. Les rendements peuvent être plus élevés. Beaucoup de paille également. Si on regarde les seigles, ici, de ce qu'on a mesuré au Bas-Saint-Laurent, au niveau des seigles, autant conventionnels qu'hybrides, c'est pratiquement 5-6 tonnes de céréales en termes de matière sèche à l'hectare qui va être récoltée et tout autant en termes de paille. Donc, c'est très intéressant. Pour les astuces 3 et 4 et 5 également, ici, c'est l'idée, en fin de compte, de mieux connaître notre azote qui est utilisé dans notre système culturel sur notre ferme. Donc, on ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et souvent, en fait, compte, pour plusieurs aspects de notre fertilisation azotée, on va se baser sur des valeurs de référence. Mais si on est capable d'avoir des valeurs spécifiques pour notre entreprise, des valeurs plus précises, des valeurs mesurées, c'est beaucoup plus facile d'ajuster, d'optimiser notre fertilisation azotée, d'être plus efficace. Astuce 3, faire analyser les lisiers fumiers. Astuce 4, estimer la contribution en N des cultures de couverture, des engrais verts. Et 5, cartographier les cultures, cartographier nos rendements, avoir une idée de qu'est-ce que ça se représente de façon spatiale. Astuce 3, faire analyser fumier, lisier. On a eu des discussions avec l'environnement au début là, du développement du calculateur de gaz à effet de serre pour agriclimat, la phase 2. L'environnement n'avait pas de chiffres officiels, ni vraiment de statistiques qui avaient été faits, mais on parlait là, d'environ, là, c'est environ au Québec de 15 à 20 des producteurs qui travaillent avec des analyses de fumier de lisier. Donc, ça veut dire que c'est 80-85% des PAF qui sont conçus, rédigés à partir des valeurs de référence. Et ça, d'une certaine façon, c'est comme un non-sens, hein, parce oui, on analyse au sol, donc on a une idée on a une bonne idée de la fertilité de nos sols, mais on a une plus ou moins bonne idée, ou du moins on se base sur des valeurs de référence pour nos engrais de ferme. Alors que ces engrais de ferme-là peuvent être très variables, on l'a vu un peu plus tôt, en termes de quantité d'azote, de type d'azote et de processus de décomposition. Et ça, c'est les quantités d'azote, la décomposition va être affectée par plusieurs choses au niveau de notre exploitation agricole, au niveau de notre ferme. Ça va être basé sur l'alimentation, le type d'alimentation qu'on fait, le type de bétail, la litière utilisée. Il y a des litières qui vont décomposer plus rapidement, plus lentement. Le mode d'entreposage, est-ce que c'est un mode d'entreposage en bâtiment, couvert ou découvert, assujetti au vent, au soleil? Donc, les conditions météorologiques vont affecter grandement également les pertes d'azote qui vont survenir lors de l'entreposage. Et ça, on le voit, l'azote contenu à l'intérieur, comme par exemple ici, ça c'est l'azote contenu à l'intérieur là, de 3 structures d'entreposage sous forme liquide. On voit que l'azote est variable au courant de l'année, va varier également d'une structure d'entreposage à une autre, d'une ferme à une autre. Donc, il y a quand même une grande variabilité. Et pour pouvoir être en mesure de prendre en considération cette variabilité-là, c'est de faire analyser les fumiers les lisiers. Et d'avoir une meilleure idée de ce qui est appliqué au champ, de ce qui est épandu au champ. Ici, je prends un exemple de ma ferme à moi. Ça, c'est des échantillons de l'année passée, l'AMA 1, l'AMA 2. On voit que l'azote total est dans les alentours de 4 et 7 kg par tonne. Ce qui est quand même inférieur aux valeurs de référence du CRAAC, comme par exemple, on parle de 11 et de l'OMAFRA. L'OMAFRA, c'est le ministère de l'Agriculture de l'Ontario. Ce qui est intéressant avec l'OMAFRA, c'est que c'est toutes des valeurs mesurées. Donc, dans leur fiche qui a été mise à jour récemment, des valeurs de référence, on voit également le nombre de points de données qui a été utilisé pour déterminer
les valeurs de référence. Donc, c'est tout analysé. Tandis que le crack, bon, il y a différentes méthodes qui sont utilisées. Il y en a des valeurs qui sont basées sur d'autres valeurs de référence. Donc, nos valeurs de référence sont basées sur d'autres valeurs de référence qui ne sont pas nécessairement québécoises, qui peuvent être également américaines. Il y a pour certains types de bétail, les valeurs de référence sont basées sur un bilan alimentaire. Pour d'autres, c'est basé sur de l'échantillonnage. Donc, il y a différentes méthodes qui ont été utilisées pour arriver aux valeurs de référence. De mémoire, au niveau de l'ovin, c'est le bilan alimentaire qui a été utilisé. Tandis que l'OMAFRA, c'est vraiment de la mesure de fumier. Donc, on voit que pour mes amas 1 et 2, l'azote total est beaucoup plus petit, est inférieur aux valeurs de référence. La forme également, quand on regarde l'azote ammoniacal, il y a très peu d'azote ammoniacal comparativement à la référence de l'OMAFRA. Donc, ça veut dire que mon fumier va avoir davantage une forme organique d'azote qui va être libérée de façon beaucoup plus longue. Donc, les gains en termes d'azote disponibles rapidement à ma plante, à ma culture, sont faibles comparativement aux valeurs de référence. J'ai un fumier qui est davantage qui est davantage similaire à un compost qu'aux valeurs de référence d'un fumier ovin. Donc, ça me permet justement d'ajuster ma fertilisation en fonction de l'échantillonnage, en fonction de la valeur, de la teneur en azote, du rapport C sur N de mon fumier pour mieux cibler la disponibilité, le moment d'application de mes fumiers au champ selon les besoins de la culture. Également, technologie à venir vraiment intéressante. Là, c'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai tombé là-dessus récemment. Présentement, il y a différentes compagnies de machinerie qui travaillent sur un dispositif qui permet de lire, de mesurer l'azote du fumier en temps réel au moment de l'épandage. Donc, qui permet de varier l'épandage de lisier en fonction de ce qui est mesuré au moment de l'épandage. Et qui donne vraiment des résultats vraiment intéressants. Là. Donc, des taux d'application qui sont similaires, pratiquement de 5 à 12 similaires à ce qui est ciblé au niveau du plan de fertilisation. Donc, technologie à venir très intéressante qu'on voit ici, là, le boîtier vert là, au niveau de John Deere. Il reste 2 astuces. 4e astuce, estimer la contribution en N des cultures de couverture. On se base souvent, en fait, la contribution en azote des cultures de couverture, des engrais verts est basée souvent sur des valeurs de référence. Mais ces valeurs de référence-là sont très générales, sont souvent également déterminées à partir d'essais qui ont été réalisés dans le sud de la province, donc qui s'appliquent peut-être plus ou moins bien à nos conditions plus froides, à nos conditions, à notre minéralisation qui est peut-être un peu plus lente dans nos conditions froides, dans notre climat froid de région du Bas-Saint-Laurent et de l'Abitibi-Témiscamingue. Peut-être pas représentatif de notre situation à nous, en termes également de quantité de biomasse produite, en termes de type de culture qui est valorisée sous forme de couvert. C'est souvent également des références qui sont limitées à une espèce. Donc, on va connaître l'apport d'une luzerne enfouie, d'une ancienne prairie enfouie, ou l'apport de soya, de résidus de soya ou de trèfle. Mais généralement, dans les valeurs de référence, on n'a pas ces mélanges-là d'espèces qu'on retrouve souvent au niveau des cultures de couverture. Donc, pour avoir une valeur un peu plus précise, un peu plus représentative de ce qu'on fait, il y a 2 choses qui est possible de faire. On peut mesurer l'apport de N des cultures de couverture ou on peut comparer également avec une fertilisation azotée. Comparé avec une fertilisation azotée, c'est un peu plus complexe. Il faut de la planification, il faut une section de champ avec un couvert, une section de champ sans couvert. L'année suivante, il faut faire des essais de fertilisation azotée en variant la dose. On peut faire des petites parcelles, travailler avec comme de la poudre d'os au niveau de la régie biologique. Si on est en conventionnel, on va utiliser un engrais conventionnel, mais ça demande de la planification. C'est quand même beaucoup plus laborieux comme technique. Mais mesurer l'apport d'azote des cultures de couverture est quand même assez simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet aussi de faire un suivi sur les performances agronomiques, sur les rendements obtenus des cultures de couverture.
Donc, mesurer l'apport en azote des cultures de couverture consiste à quoi? Ça consiste à mesurer le rendement en échantillonnant. Donc, on mesure le rendement des cultures de couverture au moment qu'elles sont enfouies. On fait analyser, on prend un échantillon également de ces cultures de couverture-là, on fait analyser l'azote. Donc, on multiplie le rendement par la quantité d'azote contenue à l'intérieur de cultures de couverture. On applique un coefficient de minéralisation qui peut varier là, ça dépend là, sur quoi on se base, mais ça peut varier de 0 à 50% de l'azote qui peut être utilisé. Puis ça nous donne une meilleure idée en fait là, de l'apport en azote qui peut survenir de par notre culture de couverture. Je vous invite également à consulter le guide de culture de couverture en grande culture, chapitre 5, qui en parle un peu plus, qui en parle en détail là, de cette technique-là. Cartographier, cinquième astuce. Moi, c'est une technologie que je trouve très intéressante. Je vois un très grand potentiel à ce niveau-là. Maintenant, présentement, on a une constellation de satellites, Sentinelle-2, qui survole la Terre, qui prend en fait des images de façon régulière de nos champs. La résolution est quand même est relativement faible. On parle de 10 mètres par 10 mètres ou 15 mètres par 15 mètres là, par pixel. D'un autre côté, ça nous permet, si on fait une interpolation entre deux pixels, donc on tombe à une échelle de 5 mètres, ce qui est quand même assez respectable, ça nous permet de calculer des indices de végétation puis avoir une idée du rendement, de la variabilité du rendement à l'intérieur de nos champs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir en arrière, on peut avoir un historique, on est flexible sur le moment également à laquelle on veut regarder ces images-là. Pour chez moi, je peux revenir en arrière jusqu'en 2018. Donc, c'est vraiment intéressant comme outil, comme suivi. On peut autant avoir une meilleure idée de notre rendement. Si on échantillonne en plus notre champ, on peut, en fait, on peut obtenir une carte de rendement en termes de tonnes à l'hectare de notre champ. On peut également obtenir une meilleure idée des problématiques qu'on peut avoir, des problématiques de drainage, une moins bonne utilisation de l'azote. Pourquoi? Parce que la chlorophylle, c'est un indice de la teneur en azote des cultures. Lorsqu'on a une déficience en azote ou lorsqu'on a une problématique, comme par exemple de drainage ou de compaction, la culture va avoir une teinte un peu plus jaune. Donc, l'indice de végétation, comme par exemple le NDVI, va être plus faible que d'autres sections de champ où la production va être très élevée ou une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote. Je parlais d'images satellites parce que c'est facile, mais la résolution, c'est facile. Maintenant, ils sont disponibles. Disponible de façon gratuite également. Beaucoup également. Corteva, il y a Solio qui offre également des plateformes qui nous permettent de consulter cette imagerie satellitaire-là. Il y a d'autres plateformes également, d'autres logiciels qui peuvent être utilisés. Donc, c'est facile. Il y a également le drone. Le drone, gros avantage du drone, c'est qu'on a une meilleure résolution. Donc, on peut y aller plus finement. D'un autre côté, il y a d'autres inconvénients aussi qui fait en sorte que le drone, peut être un peu moins intéressant pour notre situation à nous, mais c'est variable. Ça dépend vraiment de nos objectifs là, qu'on veut atteindre avec la télédétection, donc avec la cartographie. On peut faire différents types de choses avec la cartographie. On peut faire des cartes de rendement, mais également, on peut faire également des cartes d'épandage. Donc, ajuster notre application d'azote en fonction des conditions qu'on a au champ. Plusieurs applications sont disponibles. Je mentionnais un peu plus tôt le Ag Connection de Solio qui est utilisable, qui est un service là, qui est offert aux producteurs. Il y a également différentes applications. C'est de fouiller un peu. Ici, je vous en présente une, là, OneSource. C'est une application, là, en fait, c'est Philippe Dionne, Club Sol Vivant, ici au Bas-Saint-Laurent, là, qui est agronome au Club Sol Vivant, qui m'a montré cette application-là vraiment intéressante. Au début, en plus, il fournissait là, un certain service c'était fait de façon automatisée à l'intérieur du logiciel. On pouvait faire une carte à taux variable. D'ailleurs, on le voit ici, là, carte à taux variable. Là, avant, c'était gratuit. Là, maintenant, c'est rendu une version payante. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant comme application parce qu'on a autant l'interface sur notre ordinateur que l'interface sur le téléphone. Maintenant, on met le téléphone dans le tracteur.
on peut faire une application ou avoir notre carte directement là, dans le tracteur avec un téléphone. Ou également, lorsqu'on fait une carte à taux variable, le logiciel nous permet de convertir la carte en différents types de fichiers utilisables dans différents types d'équipements, comme Kuhn, John Deere ou peu importe, Amazon. Donc, en conclusion, on a vu que les émissions des sols peuvent être très élevées, de 15 de 10 à 20 lorsqu'on est en production animale. Les sols peuvent être aussi élevés de 40 à 60 quand on est en production de céréales. Donc, c'est une source d'émissions de gaz à effet de serre non négligeable, évidemment, très importante. Une bonne gestion de l'azote permet de réduire les GS, c'est-à-dire de mettre la bonne source d'engrais selon la bonne dose au bon moment et au bon endroit. Alors, ici, j'ai une petite erreur. J'ai mis 4 astuces, mais en fait, c'est 5 dont j'ai discuté. Soit l'amélioration du drainage, la structure de sol pour réduire le protoxyde d'azote, planifier l'incorporation en même temps que l'épandage, autant que possible, réduire le délai à laquelle l'incorporation du fumier d'huile se fait. Analyser les lisiers fumiers autant que possible pour avoir une meilleure connaissance de ce qui est appliqué au champ. Estimer la contribution. Donc, oui, les valeurs de référence sont un outil, mais si on est capable d'avoir de données précises pour notre situation à nous, on le fait en estimant la contribution. Puis ici, l'idée, c'est pas d'analyser tous les fumiers, tous les lisiers ou d'analyser tous les cultures de couverture, mais des fois, c'est de prendre le temps de le faire pour un type de fumier ou un type d'épandage ou un type de culture de couverture, de le faire de façon pas à chaque année, mais peut-être aux 2, 3 ans, 4 ans, pour simplement avoir une meilleure idée, travailler avec des données qui sont plus spécifiques de notre exploitation. Cartographie des cultures, technologie également, là, plus précisément au niveau de l'imagerie satellitaire qui commence à être très intéressante pour mieux diagnostiquer nos cultures, avoir une meilleure idée de notre gestion d'azote et voir à quel point on obtient des retombées là, par rapport à notre fertilisation azotée. Remerciements rapidement à Julie Potvin, JMP Consultant, Écossaire Canada, les deux pour me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. MAPAC Bas-Saint-Laurent qui nous a financé l'étude dont je vous ai parlé en début de présentation au niveau du portrait de gaz à effet de serre. Plusieurs images proviennent de Merlio Lehman, artiste photographique en agriculture. Les images sont vraiment intéressantes, sont très belles, très concrètes, très québécoises. Moi, j'apprécie énormément son travail, donc je vous invite à visiter sa page Facebook. Mon nom est Pierre-Luc Lisotte. Je vous remercie pour la présentation. N'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un courriel. Je suis ouvert à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.